On est le 25 mars 2013 dans un petit village de Normandie. Myriam rend visite à son fiancé et lorsqu'elle passe le seuil de la porte, elle tombe sur le cadavre de ce dernier. Le lendemain, à seulement 40 km, José est assassiné à son tour à son domicile d'une balle dans la tête. Les deux hommes se connaissent pas, mais y aurait-il un lien entre ces deux affaires? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série Enquête avec moi. Pour rappel, l'idée est simple, je vais vous raconter une histoire, une enquête policière réelle dans l'ordre chronologique des événements. Plus l'histoire va avancer, plus vous aurez d'éléments, donc de nouveaux indices et des nouveaux suspects. Vous pourrez suivre la progression des indices à gauche grâce à cette barre qui va se remplir au fur et à mesure, et vous pourrez suivre la progression des nouveaux personnages grâce à cette deuxième barre qui apparaît à droite. Pour rappel, le cadre des personnages sera vert s'ils sont réputés innocents et rouge s'ils sont suspectés. Gardez bien à l'esprit que ces cadres ils peuvent évoluer au fil de l'histoire. Votre mission c'est donc d'essayer de répondre le plus tôt possible à ces trois questions. Premièrement, qui a commis le meurtre? Ensuite, quel est ou sont les mobiles? Et dernière question, est-ce que les deux affaires sont liées? Et si oui, comment? Vers la fin de la vidéo, avant de vous donner toutes les réponses, quand vous aurez quasiment tous les éléments pour pouvoir tenter de répondre, je vous le dirai et ce sera le moment de faire votre hypothèse si vous ne l'avez pas encore faite. Passons donc sans plus attendre à l'histoire. Notre histoire elle débute à Caumont, un petit village de 600 habitants en Normandie. En raison de sa petite taille, c'est un village dans lequel tout le monde se connaît. Dominique Laplace s'y est installé il y a maintenant 15 ans et mène une vie tranquille et discrète. C'est quelqu'un qui aime la nature et il est décrit par ses proches comme quelqu'un de simple et de gentil. Il a également dévoué sa vie aux autres puisqu'il travaille en tant qu'éducateur spécialisé. Après une rupture amoureuse il y a maintenant 1 an, Dominique renoue avec une ancienne amie de lycée, Myriam. Depuis qu'ils se sont revus, ils sont inséparables. Myriam, elle est gaie et souriante. Ce vendredi 15 mars 2013, comme tous les vendredis, Myriam se rend chez Dominique après le travail pour passer la soirée avec lui. Elle frappe à la porte, mais aucune réponse. Après plusieurs minutes, elle tente d'ouvrir la porte et cette dernière s'ouvre. Myriam sent que quelque chose cloche car Dominique ferme toujours sa porte à clé. Elle pousse la porte et découvre avec horreur le cadavre de son fiancé qui gît dans une mare de sang. Elle appelle donc les secours qui arrivent rapidement mais c'est trop tard. Dominique est décédé. Tout de suite, on remarque qu'il n'y a pas d'arme à proximité. La piste du suicide est donc écartée. On commence donc à inspecter la maison. La maison, elle est en désordre. Quelqu'un l'a retournée. Les tiroirs sont vidés, des objets jonchent le sol, quelqu'un devait chercher quelque chose. On remarque également qu'il y a des traces de sang partout, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine et sur tous les murs. La première hypothèse, c'est celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. La seule chose qu'on peut affirmer à cause des traces de sang, c'est que la fouille de la maison, a priori, elle a eu lieu après l'agression de Dominique. On va donc appeler directement la police scientifique en renfort, qui trouve aucune empreinte dans la maison. L'agresseur portait certainement des gants. Les experts, ils effectuent alors plus de 100 prélèvements partout dans la maison, en espérant retrouver de l'ADN. En attendant ces résultats, la police décide d'interroger des gens du village. C'est un petit village, donc on se dit qu'il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose d'inhabituel. Mais rien. Aucune piste, aucun témoin. En revanche, quelque chose intrigue les enquêteurs. La maison semble avoir été fouillée, mais rien ne semble avoir été pris. Les papiers de Dominique sont toujours là, son ordinateur aussi, et on retrouve même de la monnaie. Mais alors, qu'est-ce que cherchaient les agresseurs? Malheureusement, les résultats de la police scientifique ils vont pas beaucoup nous aider, puisque parmi tous les prélèvements qu'on a fait, on va pas retrouver du tout d'ADN. À ce stade, on n'a plus aucune piste. Le 17 mars, la gendarmerie d'Amiens elle reçoit le rapport d'autopsie. Dominique est mort d'un unique coup de couteau au niveau du cœur. L'heure de la mort est établie au jeudi 14 mars entre 21h et 23h, donc la veille de la découverte du corps. En apprenant ça, les enquêteurs y pensent que l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné, ça colle pas. En effet, la très grande majorité des cambriolages ont lieu la journée, pour profiter du fait que les gens y soient pas là. Autre élément qui attire l'attention des enquêteurs, c'est que l'agresseur s'est acharné en mettant de multiples coups derrière la tête de Dominique, avec un objet contondant. Et ces blessures ont été réalisées post-mortem. Ça, généralement, ça arrive pas lors d'un cambriolage. C'est donc plutôt un meurtre à caractère personnel. Mais qui en veut à ce point à Dominique? Pour le découvrir, on va se plonger dans sa vie privée, et on va commencer par Myriam. C'est elle qui a découvert le corps. Alors est-ce qu'elle aurait pas quelque chose à voir avec ce meurtre? On va donc l'interroger pour connaître son emploi du temps. Et elle va expliquer qu'elle était chez elle, à 25 km, et rapidement, après quelques vérifications, son alibi sera confirmé et elle sera donc mise hors de cause. On va donc interroger la famille de la victime, pour savoir si, potentiellement, Dominique aurait eu d'autres relations mouvementées dans sa vie. Et un nom revient en boucle. Véronique Pierret. Véronique Pierret, c'est l'ancienne compagne de Dominique, avec qui ils ont eu une relation tumultueuse. Ils ont rompu près de 8 fois. Véronique, elle est décrite comme quelqu'un qui aime s'occuper des autres. Elle travaille dans le social comme Dominique, elle est à l'écoute et elle est généreuse. Mais on nous dit aussi qu'elle a un fort caractère et qu'elle se disputait souvent avec Dominique. Avec Dominique, ils ont un passe-temps en commun, la recherche de trésors et de trouvailles archéologiques. Un jour, ils découvrent un gros butin, une parure complète en bronze de l'époque mérovingienne estimée à plus de 3000 €. Cette découverte, elle va créer des tensions dans le couple. Véronique, elle réclame la parure et elle estime que Dominique lui a volé. La dispute prend même une tournure violente quand Véronique prend un pot de fleurs et le jette au visage de Dominique, qui aura 2 dents cassées. On apprend également que le jour de leur séparation, Véronique entre dans une colère noire.
et le menace même de le tuer si jamais il refait sa vie. Les enquêteurs se rendent donc chez cette femme, mais surprise, elle est en béquille et peut à peine se déplacer. Elle a été opérée à de multiples reprises du genou. Dans son état, c'est une menace pour personne et elle aurait pas pu donner un coup de couteau à Dominique. Lorsque la police lui annonce la mort de Dominique, elle va complètement s'effondrer. Les policiers lui rappellent tout de même qu'elle l'avait menacé de mort il y a peu de temps, mais Véronique se défend en expliquant que ses paroles avaient juste dépassé sa pensée et qu'elle n'y était pour rien. Valérie a également un alibi. Le soir du meurtre, elle était chez elle et elle a dû appeler son neveu pour régler un problème de plomberie. Son neveu, il s'appelle Mallory Loiseau et il peut témoigner de cet alibi. Il est même venu avec sa petite amie Émilie qui peut également confirmer l'alibi. Tout semble coller à un détail près. Véronique, elle explique aux policiers que Mallory et Émilie sont restés manger, mais ces derniers disent avoir uniquement pris l'apéro. Simple trou de mémoire? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs placent Mallory, Émilie et Véronique sur écoute. En parallèle, le lendemain du meurtre, le téléphone de la gendarmerie sonne en pleine nuit. Au bout du fil, une femme appelle pour expliquer que son mari José Barrère vient d'être abattu. Lorsque les secours arrivent, ils trouvent Laura, la compagne de José, en pleurs à ses pieds. Et ils se rendent compte que José respire encore, il est toujours vivant. Il est donc transporté d'urgence à l'hôpital. José est toujours en vie et on va donc se dépêcher d'aller l'interroger. Il est actuellement à l'hôpital dans un état de demi-conscience, il peut pas parler. On lui apporte donc un feutre et une ardoise et on lui demande s'il a reconnu quelqu'un ce soir-là. José dessine sur l'ardoise les 3 lettres suivantes. E, M, L. À quoi ça peut bien correspondre? Laura comprend immédiatement de qui il s'agit. EML, c'est forcément Émilie. Émilie Viseur, l'ex-femme de José. On n'a pas le temps d'en savoir plus, José est transféré d'urgence en réanimation dans un état critique. Et il va malheureusement décéder et emporter dans sa tombe le nom de celui ou celle qui l'a tué. La police explique que 2 meurtres dans la région, c'est presque la criminalité annuelle. Alors 2 meurtres en quasiment 24 heures, c'est juste du jamais vu. On se penche donc un peu plus sur la vie de José Barrère. C'est quelqu'un qui est tatoué de la tête aux pieds, il passe pas inaperçu. Mais il est décrit comme un père de famille normal et quelqu'un de gentil. Il file le parfait amour avec Laura, et tout le monde l'apprécie. Donc on comprend pas vraiment pourquoi on l'aurait tué, mais on a une piste. Émilie Viseur. Pour mieux comprendre son lien avec José, on va se plonger dans leur histoire. Ils se rencontrent quand Émilie a 16 ans et lui 40. C'est le coup de foudre. Et 4 ans plus tard, ils vont avoir un premier enfant. Et elle retombe rapidement enceinte. Malheureusement, on diagnostique un cancer incurable à ce bébé. Et ça va littéralement détruire leur couple puisqu'ils vont se séparer. De là naît un gros conflit pour la garde du premier enfant. Émilie veut la garde exclusive et on la décrit comme une manipulatrice. Elle accuse José de violence et porte plainte à de nombreuses reprises. Mais en regardant la liste des plaintes, les enquêteurs ils ont un doute. Toutes ces plaintes sont classées sans suite. Mais alors est-ce qu'Émilie dit la vérité? Ou alors est-ce qu'elle serait prête à tout pour avoir la garde de son enfant? Quoi qu'il en soit, on n'a rien trouvé pour le moment qui l'implique directement. On veut quand même être sûr de comprendre pourquoi José l'a désignée avant de mourir, et donc on décide de la mettre sur écoute. Mais révélation choc, l'opérateur explique qu'il est impossible de la mettre sur écoute. Émilie est déjà mise sur écoute dans le cadre d'une autre affaire, et il s'agit du meurtre de Dominique Laplace. Émilie, c'est en fait la petite copine de Mallory, dont on a parlé précédemment. Et pour rappel, elle servait d'alibi à Véronique. Les gendarmes misent alors tout sur ses écoutes. Mais les mois passent, et au bout de 9 mois d'écoute, personne n'évoque le meurtre. Les enquêteurs n'ont plus de pistes, et ils décident de mettre un coup dans la fourmilière en plaçant le trio en garde à vue. On va les placer dans des pièces différentes et vérifier si leurs témoignages concordent. Les enquêteurs passent donc de pièce en pièce en pointant à chaque fois les incohérences dans leur discours. Pause. Si vous n'avez pas fait vos théories, c'est le dernier moment pour le faire, parce qu'après je vais tout vous révéler. Pour rappel, voici les questions auxquelles vous devez répondre. Qui a commis ces meurtres? Quels sont les mobiles? Est-ce que les 2 affaires sont liées? Et si oui, comment? N'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire pour qu'on puisse voir qui avait raison à la fin de la vidéo. On reprend. Émilie semble de plus en plus éprouvée. Elle reçoit énormément de pression et au bout de 5 heures d'interrogatoire, c'est la première à craquer. Elle dit qu'elle sait des choses et qu'elle sait qui a tué Dominique et José. Et elle désigne Mallory et Véronique comme responsables. On sait donc que le trio est impliqué dans le meurtre, mais maintenant il faut déterminer qui a fait quoi. On va donc utiliser les aveux d'Émilie pour mettre la pression à Mallory, et Mallory va finir également par craquer. Il reconnaît avoir tué Dominique Laplace, et 24 heures plus tard, José Barrère. En revanche, il dit n'avoir été qu'un simple exécutant, car c'est Véronique et Émilie qui auraient donné les ordres. En plus de ça, Mallory nous explique le mobile. A l'époque, Émilie est très remontée contre José et elle demande à Mallory de le tuer car José la frapperait et que ce serait la seule façon de la sauver. Mallory, il est très amoureux certes, mais de là tuer un homme, il hésite un peu. Émilie le harcèle avec ça, si bien qu'il sait plus quoi faire. Il va donc aller se confier à sa tante Véronique et il lui demande conseil. Sauf que contre toute attente, selon Mallory, Véronique ne le décourage pas, au contraire, elle lui propose un marché. S'il l'aide à tuer Dominique, elle l'aidera à tuer José. Et alors pourquoi Mallory accepte ce marché? Et ben d'un côté, il est fou amoureux d'Émilie, et de l'autre, il considère Véronique comme sa mère. Ils ont une vraie relation fusionnelle. Véronique aurait même rajouté qu'il fallait pas perdre de temps et qu'il fallait les exécuter au plus vite. Mallory explique donc comment se sont déroulés les meurtres.
Véronique aurait accompagné Mallory pour aller tuer Dominique. Ils se sont équipés de gants et même de perruques pour pas qu'on les reconnaisse. Quand ils arrivent, ils voient de la lumière chez Dominique et Mallory frappe à la porte. Dominique ouvre la porte et Mallory explique qu'il a fait un accident pas très loin d'ici. Dominique, dans sa bonté, fait rentrer Mallory. Et à ce moment-là, Mallory le poignarde directement dans le cœur. Mallory explique qu'à ce moment-là, Véronique se précipite sur le corps sans vie et se déchaîne en frappant le crâne de Dominique avec le crosse d'une arme de poing. Et Véronique s'arrête pas là. Elle va retourner toute la maison pour mettre la main sur les trésors de Dominique. Mallory est sous le choc de ce qu'il vient de voir. Mais dès le lendemain, il n'a pas le choix, il doit s'occuper du cas de José. Mallory explique que c'est Véronique qui a imaginé le plan pour surprendre José. Véronique se présente à la porte de José et explique avoir éraflé sa voiture. Quand José sort dans la rue, Mallory s'approche de lui et lui tire dessus à bout portant. Pendant l'interrogatoire, Emily, elle, de son côté, nie toute implication et dit n'avoir rien demandé à Mallory. En fouillant la maison d'Emily, on va retrouver un plan de la maison de José, où toutes les pièces sont dessinées et annotées à la main par Emily. Emily, en voyant ça, elle craque enfin et elle reconnaît avoir commandité le meurtre de José. Véronique passe également aux aveux. Elle dit avoir accompagné Mallory, mais elle dit qu'elle savait pas que c'était le plan de les tuer. Selon ses dires, elle aurait même tenté de l'empêcher de poignarder Dominique. Voilà, on a les aveux de tout le monde, on pense avoir enfin bouclé l'affaire, mais il y a un dernier rebondissement. Mallory se suicide dans sa cellule et laisse une lettre expliquant qu'il supporte plus le poids de la culpabilité. Le procès d'Emily et Véronique démarre donc. Elles risquent la perpétuité, mais Mallory n'est plus là pour les accabler, et elles vont en profiter pour changer toutes les deux de version. Véronique affirme pendant le procès qu'elle n'a jamais voulu tuer personne, et que non seulement elle connaît même pas José, mais aussi qu'elle était amoureuse de Dominique et qu'elle voulait certainement pas le tuer. Emily revient également sur ses aveux, et elle dit qu'elle a jamais voulu tuer José et qu'elle y est pour rien. Finalement, elles seront bien reconnues coupables de complicité de meurtre, mais elles seront pas condamnées à la même peine. Véronique sera condamnée à 20 ans de prison et Emily à 10 ans. Elle aura bénéficié du fait de ne pas avoir été présente sur les lieux du crime directement. Voilà qui conclut donc notre histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aviez trouvé le coupable. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner. Moi en tout cas, je vous souhaite une super journée. Allez, bisous l'équipe.